Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, il est 22h à Conakry et c'est l'heure de notre grande édition d'information. Tout de suite, les titres. L'axe Matoto-Sangoé en chantier, les travaux se poursuivent, pas sans conséquence. Les embouteillages sont fréquents à partir du rond-point du marché de la commune. Devant la ministre des Travaux publics, l'entreprise qui exécute le projet promet de respecter le délai. L'ancien porte-parole du ministère guinéen de la Justice a tiré sa révérence. Ibrahima Biavogui est décédé hier jeudi des suites de maladie à l'hôpital Ignace-Guine. Le gouvernement rwandais s'est attelé à gommer les divisions ethniques à l'origine du génocide. L'enseignement de l'histoire du génocide à l'école est donc devenu l'un des piliers de la réconciliation. Reportage à suivre dans cette édition. Bienvenue à tous, je vous le disais à l'instant, les travaux de reconstruction de la voie Matoto-Sangoé se poursuivent. La ministre des Travaux publics qui a effectué une visite de terrain ce vendredi, Oumou Kamara, s'est dite satisfaite de l'avancement des travaux et grande l'espoir que l'entreprise en charge du projet sera dans le délai imparti. Mariam Fouedé Kamara et Ibrahima Sori et 5 Soma. Près de 3 semaines depuis que les travaux de reconstruction de l'axe Matoto-Sangoé ont été lancés. Sur le terrain, les ouvriers travaillent d'arrache-pied pour rétablir cette voie, autrefois cauchemar des usagers. L'évolution du projet rassure la ministre Oumou Kamara. Je suis particulièrement très satisfait du déroulement des travaux. Depuis le démarrage jusqu'à aujourd'hui, on voit que l'entreprise travaille en notre satisfaction et il est encore dans le délai. Il se peut que si le travail continue avec ce rythme-là, qu'il soit dans le délai et que notre objectif soit atteint. Cette fois-ci, le département des travaux publics a misé sur une nouvelle technologie devant permettre le durcissement des chaussées et son utilisation pendant plusieurs années. Nous avons jugé utile, au lieu de faire maintenant une chaussée souple comme le béton bitumineux qui ne tient pas du tout à la saleté et à l'humidité permanente, nous avons jugé utile de faire en béton hydraulique, le béton en ciment, ce que vous voyez ici, avec une technologie moderne. Et avec ça, toutes les souffrances sur ce rond-point prendront fin et ça va tenir des centaines d'années. On n'a plus de problème pour ce rond-point, sauf si nous voulons mettre maintenant d'autres infrastructures là-dessus. Mais la chaussée, en tout cas, avec ce travail-là. Les travaux devront prendre fin dans 2 mois. L'entreprise en charge du projet compte bien respecter le délai. En principe, la mise en place du béton, ce n'est pas tellement tributaire de la saison de pluie parce que même en cas de petite pluie fine, on peut toujours mettre en œuvre le béton. C'est en cas de forte pluie seulement qu'on ne peut pas travailler. On laisse passer le gros orage et on peut continuer par la suite. C'est maintenant officiel, le président de la République a promulgué le code électoral, une décision qui intervient tardivement, accuse l'UFDG. Néanmoins, les cadres du parti et autres acteurs signataires des accords politiques entendent l'application des autres conclusions issues du dernier dialogue. Djibril Ba et Lamine Silla. Après la promulgation du code électoral par le chef de l'État, les regards sont tournés vers d'autres horizons. Les acteurs impliqués dans le processus électoral ont longtemps mis leur désaccord sur la place publique avant la décision d'Alpha Condé. Nous avons pris acte donc de cette promulgation. C'est une étape de franchie. Il en reste beaucoup dans le seul point 2 de l'accord. La promulgation du code électoral est une bonne chose. Vaut mieux tard que jamais. C'était un des points de l'accord politique du 12 octobre 2016. Nous pensons qu'avec le nouveau code électoral, nous pouvons véritablement dire que la route vers les élections est balisée. Le régime d'Alpha Condé n'a jamais organisé des élections locales et pour les tenir, le parti principal de l'opposition souhaite l'établissement rapide d'un chronogramme, une invite qui s'étend à la mise en place d'une haute cour de justice, le dédommagement des victimes de pillage de 2013, des points qui ne sont pas effectifs. Il
faut rapidement que l'État, c'est-à-dire en tout cas l'instance qui est chargée de dire quelque chose par rapport à la crise de la CENI, de sonner sur la cloche pour que la récréation se termine. L'organisation des élections à bonne date dans un pays, c'est respecter la loi et la constitution. On ne devrait pas normalement manifester ou aller à un dialogue pour organiser des élections dans un pays normal. Au lendemain de la promulgation du code électoral, l'opposition maintient sa volonté de manifester le 2 août, une manière de contraindre les autorités selon Alpha Bakar et à résoudre des problèmes comme l'insécurité et la malgouvernance. Mais avant, un meeting est prévu le 31 juillet à Kagbele. Autre chose dans cette édition, vers la mise en place d'un projet régional d'amélioration des systèmes de surveillance des maladies en Afrique de l'Ouest, les ministres de la Santé, de l'Élevage et de l'Environnement réunis au sein d'une plateforme dénommée One Health, une seule santé, permettra. On discutait ce vendredi de la question. L'objectif est de prévenir, détecter, répondre aux menaces des maladies infectieuses et faire face à la résistance microbiologique. Les détails de cette rencontre avec Alseini Bari et Yacouba Traoré. La récente épidémie d'Ebola a montré la vulnérabilité du système sanitaire guinéen. Des études ont montré que plus de 70% des maladies sont d'origine animale. Pour désormais anticiper et riposter efficacement contre les épidémies, la synergie des forces est donc fondamentale. Raison pour laquelle le ministère de l'Environnement, de la Santé et de l'Élevage se sont réunis autour d'une plateforme appelée One Health, une seule santé. Les changements climatiques, l'intensification des mouvements des personnes et des produits animaux, l'empiètement par les humains sur les biotopes auparavant réservés aux animaux, de nouvelles maladies sont apparues dont la gestion nécessite une approche multisectorielle et pluridisciplinaire. Cette plateforme a déjà démarré ses activités, notamment la surveillance, la vaccination, l'immunisation des laboratoires. Cependant, d'autres défis restent à relever, notamment l'appropriation de l'approche une seule santé. À titre de rappel, durant le premier semestre passé, nous avons géré des événements comme le cas de suspicion de grippe aviaire à Dalaba qui s'est relevé après comme une maladie de Newcastle et des cas suspects d'anthrax à l'Eluma, qui nous interpellent à agir vite pour une action efficace et le contrôle des maladies zoonotiques dans notre pays. Cette journée est également mise à profit, non seulement par les partenaires, mais aussi ses acteurs, pour susciter un engagement franc pour l'institutionnalisation et son opérationnalisation. Cette plateforme naissante a besoin de l'engagement de toutes les parties prenantes pour son fonctionnement et sa pérennisation par la Guinée. Pour sa part, l'ambassade des États-Unis le ménagera aucun effort pour le succès de notre œuvre commune. Reste à savoir si ces travaux issus de cette rencontre permettront de qualifier le système sanitaire guinéen. Le développement économique et social a été au cœur du Conseil des ministres hier jeudi. La ministre du Plan et de la Coopération internationale est revenue sur le processus de mise en œuvre du Programme national de développement économique et social. À compte rendu, Mamadou Kalisso et Abdoulaye Kamara. Parallèlement au processus d'adoption du Programme national de développement économique et social, le ministère du Plan a entamé l'exercice d'élaboration d'un programme national d'investissement, un programme qui regroupe des projets qui découlent des actions prioritaires du PNDES. La ministre a indiqué qu'une base de données exploitée à cet effet a identifié 100 projets phares sur les 500 programmes constitués et un noyau de 25 projets les plus mûrs a été élaboré. Le département en charge du plan a élaboré une note conceptuelle qui s'articule autour des éléments ci-après, les grandes articulations de l'agenda et la documentation de base, le cadre organisationnel de préparation, les activités préparatoires et les missions de sensibilisation.
Il est impératif de mobiliser des partenaires techniques et financiers pour la réussite de la réunion. C'est pourquoi il est prévu d'organiser des missions de sensibilisation des partenaires bilatéraux, multilatéraux et non traditionnels. Une proposition de programme à cet effet a été soumise au Premier ministre. Elle s'articule autour de 4 groupes. Le premier groupe couvre les institutions financières internationales. Le deuxième groupe concerne les nouveaux partenaires bilatéraux. Le ministre du Budget va conduire la délégation gouvernementale au compte du troisième groupe qui englobe les fonds souverains et les pays émergents. Enfin, le quatrième groupe, couvrant la France, l'Union européenne, la Grande-Bretagne et l'Autriche, aura pour chef de délégation la ministre de l'économie et des finances. Déjà, Hadja Mamakani Diallo affirme que sa participation aux assemblées de la BID et de la BAD a permis d'entamer la sensibilisation des partenaires. Au cours des débats, les observations ont essentiellement porté sur l'approbation des documents relatifs à la réunion du groupe consultatif, la nécessité de prévoir les banques d'affaires, les fondations, la société civile, la Chine, et enfin, la nécessité de partager avec les ministres concernés les projets de texte du cadre de concertation réaménagé. Et le ministre de la Citoyenneté et de l'Unité nationale a reçu ce vendredi deux délégations internationales dont la Fédération internationale des droits de l'homme et une mission diplomatique. Dans les entretiens, le ministre Gassama a échangé avec ces différentes délégations sur les questions de paix, d'unité et du respect des droits de l'homme et la mise en place des dispositions pour l'application de ces points. Abdourahmane Ba et Ibrahim Assor et Kamara. La Guinée, préoccupée par la reconstitution de son tissu social, multiplie les rencontres avec les institutions nationales et internationales. C'est dans cette optique que 3 délégations se sont entretenues avec Gassama Diaby sur la situation actuelle du pays, notamment les avancées dans le processus de la réconciliation nationale. Avec la Fédération internationale des droits humains, le dossier du 28 septembre a été abordé. La FIDH, dans son engagement, privilégie la tenue d'un procès devant les tribunaux guinéens. Nous sommes venus non seulement porter la parole des victimes que nous représentons dans ce procès, mais également dire notre espoir, notre conviction, notre exigence que ce procès puisse se tenir et la possibilité qu'il se tienne, car nous avons cette conviction que ce procès peut se tenir en Guinée. La mission australienne a pour sa part mis un accent sur les prochains points de collaboration avec la Guinée, notamment le respect des droits fondamentaux de l'homme et le civisme. Le Premier ministre d'Australie m'envoie d'abord pour apprendre quelles sont les priorités de l'Afrique. Je retourne en Australie avec beaucoup d'informations, beaucoup de suggestions au propos des questions où l'Australie puisse, j'espère, être utile pour la Guinée et pour les pays d'Afrique. Quant au Conseil national des organisations de la société civile, il s'est penché sur l'établissement d'un partenariat avec le ministère qui va lui permettre de pouvoir participer aux actions gouvernementales sur la reconstitution du tissu social. Dans les jours à venir, nous adresserons une lettre à Monsieur le ministre dans laquelle nous allons désigner de notre côté les techniciens qui vont travailler avec son personnel ici pour définir les détails techniques de ce partenariat et ensuite ce sera validé de façon officielle et on pourra ensemble travailler dans l'émergence de cette culture de paix. Au terme de ces différents entretiens, le ministre Gassama a mis un point d'honneur sur la volonté de son département de mettre en pratique dans l'immédiat les recommandations pour faire de la Guinée un pays respectueux des droits et devoirs du citoyen. Page noire à présent, le monde judiciaire guinéen en deuil. Ibrahima Biavogui est chargé de la communication du ministère de la Justice est décédé hier jeudi à Conakry. Le défunt a travaillé pour la Cour suprême. Le Conseil national de la transition et donné des cours de droit dans plusieurs universités de Conakry. Mohamed Valek Touré revient sur le parcours de l'homme. Suivez. L'homme s'était éloigné des médias ces derniers temps. Disposé à intervenir dans la presse sur toutes les questions relatives au domaine judiciaire, Ibrahim Biavogui avait bien le profil d'un véritable porte-parole. À chaque fois que les journalistes ont exprimé le besoin, il s'est montré assez ouvert. Le magistrat a multiplié les conférences, accordé des interviews pour informer et donner des précisions sur des dossiers pendants devant les tribunaux. Biavogui a fait toute sa carrière en Guinée, d'abord magistrat dans les justices de paix, puis des tribunaux de première instance de l'intérieur du pays. Ce passionné de droit a associé à son métier de juge celui d'enseignant.
Il a dispensé des cours de droit d'abord à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, à l'université Général Lansana Conté de Sonfonia et dans plusieurs établissements d'enseignement supérieur privés et à l'étranger. Il a assumé par moments les fonctions de greffier en chef et secrétaire général de la Cour suprême, ancien membre du Conseil national de la transition. Il a fait part d'une contribution importante à l'amendement de la Constitution guinéenne de 2010. Reconnaissant les faiblesses de son milieu, il s'est toujours érigé contre ceux qui pensent que les magistrats sont à la solde de l'exécutif. Ceux qui disent que la justice est inféodée au pouvoir veulent que la justice leur soit inféodée, disait-il d'une voix imposante. Le magistrat avait aussi une passion pour la musique et pas seulement, il a chanté pour le groupe Ringo Starr. Parti de ce monde à 63 ans, Ibrahim Biavogui a laissé derrière lui une veuve et 3 enfants. Sport dans cette édition, la Ligue guinéenne de football professionnel passe à l'offensive. Elle a tenu une réunion extraordinaire hier jeudi en vue de faire une bonne organisation la saison sportive 2017-2018. Cette prise de contact était axée sur plusieurs points, dont entre autres information générale sur la Ligue Pro, l'identification des stades de compétition, l'augmentation des subventions pour les clubs de Ligue 1 et 2. Moussa Campos Souma pour le reportage. C'est Mamadou Antonio Soare, président de la Fédération guinéenne de football, qui a lancé les hostilités de cette réunion extraordinaire en présence de tous les membres du bureau exécutif de la Ligue guinéenne de football professionnel, piloté par son président Kerfala Kamara Kapessé. Pour le président de la FEGIFOOT, il faut bannir l'improvisation dans la gestion du football national. Il ne faut pas laisser que le championnat tombe sur tes pieds, tu les prépares avant. Et nos calendriers doivent être connus maintenant avant la fin des championnats. C'est ce qui est professionnel. Et ils ont fait un programme dont tout n'est pas encore discuté. La Ligue Pro veut passer à la vitesse supérieure, doubler la subvention pour les clubs de 240 millions de francs guinéens pour les clubs de l'élite, 180 millions pour ceux de la Ligue 2. Jouer tous les matchs à Conakry la saison prochaine. Je vais vous dire sur la dizaine de milliards qui avaient été promis par l'État, je peux vous dire que 1,5 milliard, selon mes informations, a été les montants qui ont été débloqués. Le reste a été par, je vais dire, la magnanimité de M. Kerfala Kamara KPC, qui a pour l'instant supporté une bonne partie de nos dépenses, pour ne pas dire la totalité des dépenses de la Ligue, en attendant que l'État qu'on puisse toucher une partie, en fait, le budget pour pouvoir continuer à évoluer. Les stades de Conakry qui doivent accueillir les matchs sont déjà identifiés et les dispositions seront prises à tous les niveaux pour une meilleure organisation. Améliorer le règlement de la Ligue 1 et 2 avant 2018, migration de tous les clubs désormais en société, établir un calendrier avant le début de chaque saison, proposition de participation à la Ligue Pro, à la commission des arbitres de la fédération, retransmission de tous les matchs en direct ou en différé, doter la Ligue Pro des nouveaux sièges de prestige, aménagement des vestiaires et agencement pour une meilleure visibilité de la Ligue, poursuite des chantiers sur les 12 terrains synthétiques de la Guinée, conformément à la promesse du président de la République. Sport, toujours sur l'ensemble des 3 matchs disputés en phase de groupe. La Guinée et la Côte d'Ivoire ont eu 6 points. L'on se rappelle, la Guinée avait battu un match d'ouverture la Côte d'Ivoire 3-2. Quant aux Ivoiriens, ils se sont basés sur la différence de but, plus 2 sur la Guinée qui en totalise plus 1. La confrontation directe donnait de l'avantage à la Guinée de passer au tour suivant. Mais les organisateurs des 8e Jeux de la francophonie ont favorisé la Côte d'Ivoire. Interrogé sur ce sujet, le président de la Fédération guinéenne de football, Antonio Soare, a lancé une pique aux organisateurs des Jeux de la francophonie. Propos recueillis par Moussa Souma Campos et Mohamed Abangoura. C'est surprenant parce qu'aujourd'hui, les lois du football sont claires. Je ne pensais pas qu'on était encore dans le passé avec la francophonie. Le goal différentiel arrive quand vous êtes en confrontation directe. Mais la confrontation directe départage aujourd'hui les équipes. Les équipes, normalement, la Guinée première, la Guinée devait passer. J'étais très surpris qu'ils disent que non, que c'est la loi du passé, qu'il faut le goal différentiel. Ça n'a aucun sens.
Donc, bon, je pense que c'est du favoritisme, ça, il faut passer... Bon, ce n'est qu'un jeu, la francophonie, et puis c'est tout, c'est pas aussi... Et je suis fier d'une chose, parce que toutes les équipes qui sont là-bas, j'étais encore avant-hier avec le président de la Fédération française de football, toutes les équipes qui sont là-bas, c'est les U19, sauf la Guinée qui fait U17. Donc, c'est des valeureux, c'est une équipe valeureuse, hein. Et voilà qui met fin à cette grande édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à celle technique. Surtout restez avec nous. Nos programmes continuent sur Espace TV. Passez une excellente soirée où que vous soyez. Au revoir.